Bonjour à tous, bienvenue à cette, je pense, avant-dernière édition de l'année 2024-25 du podcast de Bulletin sportif. Je dis je pense parce que on ne sait jamais, on se donne tout le temps du lousse et c'est l'avantage de faire ça sous ce format. Bref, on parle de hockey parce qu'on connaît les championnes au collégial Division 1. Chez les filles, les Titans de Limoilou, encore une fois championnes. Ensuite, on parle également des demi-finales au championnat, pas au championnat, mais au collégial Division 1 masculin en hockey également. Demi-finales qui sont terminées. On connaît les finalistes. On parle de ça avec nos chroniqueurs. C'est ça aujourd'hui le podcast. Mise à jour de ce qui se passe au niveau du hockey. Fait que c'est une dernière chronique hockey féminin de la saison. Je dis avant-dernière au niveau du hockey parce que la finale va commencer. Et la semaine prochaine, je suis en vacances. Ouais. Je m'en vais me promener ailleurs. Je ne serai pas disponible. Alors, l'autre semaine d'après, on risque de rapper ça, si vous me permettez l'expression. Finir la saison, finir l'année 2024-2025 ensemble en parlant du championnat remporté par soit les Lions de Champlain-Saint-Laurent, soit les Dynamiques de Sainte-Foy au hockey. Et comme je dis, on se garde tout le temps une porte de sortie. Ça se peut qu'il y ait autre chose. Ça se peut que j'ai un flash d'une idée de quoi jaser. Il arrive des affaires. On ne sait jamais. Il arrive tout le temps des affaires. Mais ça devrait ressembler à ça. Fait que je vous souhaite un bon show, tout le monde. Je vous souhaite d'apprécier ça, une analyse finale en hockey. On regarde ce qu'il y en est. Je vous avoue une affaire, je commence à être fatigué. On dirait que ça a été une grosse année. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'adore regarder ça en passant. Là, je ne suis pas fatigué d'en regarder. On dirait que j'ai l'impression qu'elle est longue, celle-là. Puis je vous partage ça. Pas parce que je trouve ça plate, mais juste pour vous dire que des fois, on se rend compte que oui, beaucoup de travail. Il y a plein de choses qui se passent un peu partout. Mais on dirait qu'on n'a pas toujours la même énergie. Pour tout couvrir, tout faire, aller fouiller autant qu'avant. Bref, je pense que les vacances vont me faire du bien. Les vacances vont me faire du bien. J'ai hâte de recommencer à faire ça comme il faut. Pourquoi? Parce que les jeunes qui font du sport étudiant méritent qu'on le fasse comme il faut. Les coachs qui travaillent fort méritent qu'on le fasse comme il faut. J'y crois fortement. Et je pense qu'on a besoin de mettre la bonne énergie là-dedans. C'est bien personnel. Je trouve que j'en manque un peu ces temps-ci. Mais ça, c'est mon affaire. Mais comme je vous dis, je pense que c'est important qu'on le fasse, tant qu'à le faire, qu'on le fasse comme il faut, avec le maximum d'enthousiasme et d'énergie. Ça, l'enthousiasme est toujours là. Je trippe autant à regarder ça, je trippe autant à en parler. Mais on dirait que, comme je dis, là, il manque un peu de jus pour fouiller des histoires et aller vous raconter vraiment ce qui se passe. Le côté journaliste en moi a besoin de se faire ressourcer, de se ressourcer un peu, puis d'aller reprendre un peu de poil de la bête. Bref, ça, c'est mon problème à moi. Votre problème à vous, c'est d'écouter les excellentes analyses de Léa McIntyre, Tristan Mac. Comme je vous disais plus tôt, bon show. Segment hockey féminin avec Léa McIntyre. Salut Léa. Salut Phil. Une petite dernière parce que là, c'est la fin de la saison. On a eu l'identité de nos championnes collégiales D1, les Titans de Limoilou, qui sont allés vaincre en grande finale les Cougars de Champlain et Knoxville. Les vaincre peut-être d'une manière plus précipitée qu'on s'attendait quand même. Un balayage, 3 victoires consécutives, 4-1, 4-1, 3-2. Comment as-tu vu cette finale-là, toi? Ben, j'ai été surprise. Là. Je m'attendais à une longue série, de voir que c'est aussi expéditif avec des résultats quand même de 4-1, 2 matchs sur 3. Ça m'a surpris. Dernier match à 3-2. Je m'attendais à ça pas mal toute la série. Mais félicitations Titan. Félicitations. Ça fait 2 championnats consécutifs qui gagnent. Une belle équipe, une équipe qui est préparée avec beaucoup de profondeur. Donc, félicitations aux joueurs, félicitations à l'équipe d'entraîneurs.
On a vu dans cette finale-là, tu l'as mentionné, des 4-1, deux matchs de 4-1, mais aussi des bonnes dominations au niveau des tirs. Limoilou, tu l'as dit, on le savait, là, c'est toujours une équipe bien préparée, mais les bonnes joueuses ont été solides. On l'a vu, là, cette profondeur-là d'équipe, où est-ce que c'était difficile pour Lennox, on dirait, de créer des bonnes choses régulièrement. Puis Limoilou était dans sa game, Limoilou faisait arriver les choses, puis il jouait quand même d'une manière et agressive et patiente en même temps. On ne les sentait pas se précipiter à se garrocher sur le but, mais à faire des bonnes choses systématiquement. Puis, regarde, ça a juste mis au bon. Tu fais les bonnes choses, ça mène à des bons résultats. On dirait que c'était une démonstration vraiment claire de ça toute la série. Ouais, puis les meilleures joueuses des Titans ont été les meilleures. Je pense à Alexandra Giguère qui a gagné le joueur des séries. C'est aucune surprise là. Lennoxville a accordé beaucoup de lancers contre John Abbott. Leur gardienne de but les a vraiment gardés dans la série. Donc, c'est sûr que pour eux, j'imagine que le plan était de resserrer la défensive. Ça n'a peut-être pas été un succès pour ça. Mais Limoilou de compter 6 buts, si je ne me trompe pas, à leur dernier match contre André Laurando, contre une gardienne qui était aussi dominante. D'après moi, ça les a mis en confiance de leur côté. Puis les autres, ils se sont repris pour tous les buts qui n'ont pas compté contre la série contre le Boomerang. Non, exact. Puis tu l'as mentionné, tu sais, Giguère était excellente, Breton était excellente, Labbé, Vézina. Vraiment, on a vu, tu sais, un paquet de bonnes joueuses. Puis oui, elles jouaient avec confiance. On dirait que c'était vraiment ça. On les sentait. Je ne sais pas si contre John Abbott, ça aurait été différent parce que des fois, on a des styles d'équipe qui arrivent à être plus dérangeants que d'autres. J'ai eu l'impression vraiment que, en tout cas, c'était vraiment mon impression quand ce que je voyais des matchs. J'avais l'impression qu'il n'y avait même pas de doute. Les Titans étaient vraiment la meilleure équipe. Puis c'était une structure de jeu. C'était tout était là. Ça avait vraiment l'air d'une équipe d'un autre niveau. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis jamais j'ai senti que cette équipe-là a perdu le contrôle ou a douté. Ils ont toujours été en contrôle. C'était leur 9e championnat en 12 ans, les Titans. Oui, quand même. Que, cette culture-là, eux autres arrivent en finale, puis ils savent qu'ils sont favorites, puis que les chances qu'ils gagnent sont là. J'en ai dit un mot tantôt, mais c'est une équipe qui est préparée avec un bon groupe d'entraîneurs, qui a vraiment préparé l'équipe au maximum. Donc, non, félicitations. C'est un bel accomplissement. Là. Ils ont été championnes de saison, championnes des séries. C'est pleinement mérité. C'était vraiment une belle équipe à avoir joué les Titans cette année. Exact. Puis, il faut souligner le travail de Marie-Lou Grenier aussi, des fois, dans ces équipes-là qui excellent. Des fois, on ne voit pas les gardiens de la même façon, au sens que on ne leur donne pas le crédit tout le temps en disant bon, mais les buts ont été marqués, les chances de marquer ont été enlevées, mais ça reste que son travail aussi a fait en sorte qu'à la fin, ça doit être un peu décourageant aussi pour les adversaires. À finir avec une moyenne d'à peu près 950 d'arrêts, c'est 19 arrêts sur 20 tirs. Là. Ça reste extrêmement dur aussi là, pour les autres équipes. Je comprends que les options, pas les options, mais les opportunités à un de marquer des buts n'étaient peut-être pas autant là parce que la défense faisait le travail. Mais à chaque fois, Grenier arrêtait les rondelles. Ouais, c'est une gardienne d'exception. Hein. Ça fait 2 ans qu'elle est sur l'équipe nationale U18. Elle a connu beaucoup de succès, cette joueuse-là, cette année. Là. Elle a gagné avec l'équipe du Canada. Elle a bien performé avec l'équipe du Québec. Gagne le championnat de saison régulière avec les Titans. Maintenant, les séries, c'est vraiment une belle année pour elle. Une année chargée, occupée, mais qui aurait été payante en bout de ligne. Là. Elle a même eu son commitment avec une université américaine. Donc, une très grosse année pour Marie-Lou. Là. Ben, parlant de ça, les commitments des universités américaines, là, parce que oui, tu sais, il y a Marie-Lou Grenier, mais qui d'autre, là? Est-ce que Giguère, c'était sa dernière année, elle, de son côté aussi? Oui, Giguère a un commitment avec les Carabins de l'Université de Montréal. Là, c'est sûr, il faudrait vérifier. Là, j'ai pas la liste devant moi, mais il y en a beaucoup qui s'en vont un peu partout. Là. Je vais essayer de trouver la liste. Je te prends flat foot un peu. Là, ouais. Après Shop, on va retrouver Sandrine Chouinard, des Titans. Giguère à Montréal. Puis là, c'est sûr qu'il y en a quelques-unes. À Concordia, Juliette Leroux.
OK. Il y en a que j'imagine qu'il y en a qui vont quitter vers les États-Unis aussi. Mais Marie-Lou, c'est pas pour la saison prochaine, si je me trompe pas, c'est C'est l'autre l'autre d'après. après, hein, c'est ça. Elle va aller rejoindre notre amie québécoise Eve Gascon à Minnesota Duluth. Pas pire mentor à avoir quand même. Est-ce que dans ces filles-là, justement, parce que c'est tout le temps la question, oui, on envoie partir aux États-Unis, certaines vont rester ici. Qui tu vois là, transposer peut-être sa game à haut niveau, puis qu'on va peut-être pouvoir suivre vraiment longtemps là, en tant que joueuse dominante là, au prochain niveau. Puis je dirais surtout au niveau universitaire ici, là, étant donné évidemment les universités américaines, on les suit moins de notre côté. Mais au niveau universitaire canadien, québécois, là, y a-tu des filles là-dedans que tu vois vraiment avoir des chances de performer vraiment au niveau là, qui peuvent peut-être justement. Ouais, je suis extrêmement excitée de voir Alexandra Giguère avec les Carabins. C'est une joueuse qui a une capacité incroyable à marquer des buts. Puis on sait que les Carabins, ça n'a pas été évident dans les dernières années depuis qu'Audrey Léette a quitté Exact. marquer des buts. Fait que de voir que là, il s'équipe de joueuses comme Alexandra, comme Léa Salem, que ce flair offensif-là aussi, j'ai hâte de voir comment ça va aller. Je pense qu'elle a un fit parfait pour les Carabins. Ça va être vraiment excitant de suivre son parcours. Je disais Sandrine Chouinard avec les Gators de Bishop. Sandrine, c'est une joueuse complète. Vraiment, je pense que ça va être un beau fit aussi là, avec une équipe qui vient de gagner le championnat national. Donc, c'est sûr que ça va être intéressant à suivre. Puis je pense qu'elle va connaître du succès là-bas. Puis Juliette Leroux qui s'en va dans l'encadrement des Stingers, c'est sûr qu'elle va continuer à se développer. Puis je suis certaine qu'elle va réussir à avoir un impact sur cette équipe-là au cours de son parcours universitaire. Cette année, c'était la première année où est-ce qu'on jouait avec une équipe de moins dans le circuit. Comment tu as vu cette saison-là où est-ce qu'Édouard Montpetit était rendu en Division 2? Est-ce que tu as senti peut-être un début déjà de changement au niveau de la qualité du jeu, peut-être au niveau de la comment je pourrais dire, l'équilibre dans les équipes, quoi. Est-ce que tu as senti ça? Bon, on a parlé du Boomerang là, qui a eu une bonne fin de saison. Est-ce que c'est les débuts de quelque chose pour une ligue peut-être un peu plus paritaire, justement? C'est dur à dire. Moi, la plus grosse différence que j'ai vue cette année, c'est qu'on jouait plus souvent contre les équipes. Ouais. J'avais tout le temps l'impression de jouer contre les mêmes. Fait que je ne veux même pas imaginer au niveau universitaire à 4, mais c'est sûr que c'est la première année. Il y a des joueuses qui jouaient encore à Édouard Montpetit. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais Édouard Montpetit a gagné le championnat. Oui, c'est vrai. Donc, félicitations aux Lynx. Mais il y a des joueuses qui auraient pu continuer à jouer en D1 qui ont pris la décision de rester avec le programme des Lynx. Donc, au niveau du calibre, je ne vois pas une grosse différence cette année. Est-ce que ça va avoir une différence sur le moyen et long terme? Probablement. Probablement, mais en même temps, les programmes de Division 2 ont un bel encadrement. Ils offrent exactement la même chose que les programmes de D1. C'est les mêmes horaires, les mêmes les périodes, c'est la même chose. Tout est pareil. Fait qu'est-ce qu'il y a des filles qui vont préférer rester des deux et de rester à la maison? Peut-être. Ça va être un enjeu avec lequel il va falloir travailler au niveau du recrutement. Est-ce que, je m'excuse de te couper là-dessus, mais est-ce que le fait justement que des bonnes joueuses vont choisir de rester plus proche de la maison en D2 fait en sorte que peut-être que nos universités au Québec vont regarder du côté D2, ce qui va faire que finalement, ça n'aura peut-être pas une si grosse différence qu'il y ait moins d'équipes D1 s'il y a encore des filles de niveau qui seraient de niveau D1 qui choisissent de jouer D2, dominer en D2 puis finalement se faire voir pour aller jouer universitaire pareil? Ben, c'est sûr qu'il faut qu'ils gardent un œil là-dessus. Les meilleurs scoreurs, il faut aller voir pour être sûr de rien manquer. Mais en même temps, c'est à nous, au D1, de faire notre travail puis de réussir à les convaincre puis de les amener. Si on veut vraiment que le niveau augmente, ben, il va falloir réussir à les convaincre de venir jouer sur notre circuit de Division 1. Mais c'est ça. C'est l'année 1. À court terme, je pense pas qu'on va vraiment voir une différence, plus sur le long terme. Dans la Division 2, par contre, c'est sûr que ça fait une différence parce que c'est comme quand Rimouski est descendu dans le Division 2 il y a quelques années, il était super fort parce qu'il y avait encore leur cycle de joueuses qui jouaient à Division 1. Ouais. Mais là, on voit la même chose avec les Lynx cette année, avec des joueuses encore de Division 1.
ça va peut-être plus s'équilibrer plus les années vont avancer. Mais en même temps, s'ils veulent appliquer pour retourner en Division 1, il faut qu'ils gardent une équipe assez compétitive aussi, là. Exact. Fait que tu disais en entrée de jeu, la première fois que tu as remarqué, c'est que vous jouez plus souvent contre les mêmes équipes. À quel point c'est dérangeant, plate, difficile? C'est quoi qui est le plus... peut-être c'est le fun aussi, peut-être l'inverse. Là, je prends trois qualificatifs plus négatifs, mais en réalité, justement, c'est quoi que ça change de jouer peut-être plus souvent contre les mêmes équipes comme ça? Ben, ça change pas grand-chose. Là, je pense que ça reste quand même des bons calendriers. Est-ce que ça va développer des plus grosses rivalités peut-être de jouer souvent contre... On les a, les rivalités, mais est-ce que ça peut les accentuer? Probablement. Là, ça va être de voir que les calendriers soient bien construits pour permettre de voir une diversité. Je pense à Saint-Laurent qui a joué 4 matchs en 2 mois contre John Abbott en début de saison. Eux autres étaient probablement vraiment tannés de les voir. Mais ça crée des rivalités. Puis de jouer contre les équipes aussi dominantes que les Titans, que les Highlanders ou les Cougars, ben c'est sûr que sans jouer contre les meilleurs que tu deviens meilleur. Fait que pour notre équipe qui est en début de cycle, ben c'est sûr que de compétitionner contre ces équipes-là souvent nous permet de progresser, là. Intéressant aussi, on a là, on parle du collégial, mais il y a l'universitaire, évidemment, qu'on a suivi toute l'année. Oui, moins d'équipes aussi de ce côté-là. Les équipes ontariennes sont retournées jouer en OHL, mais on a encore une équipe québécoise qui gagne le championnat canadien. On en a évidemment parlé il y a quelques semaines. Notre hockey féminin, il est intéressant à regarder. Est-ce que tu sens que cette base-là, qui veulent travailler tant à essayer de bâtir, de créer là, la masse critique qui va éventuellement nourrir les plus hauts niveaux, est-ce que ça s'en vient? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui va faire qu'éventuellement, justement, avoir même si au niveau D1, D2 collégial, on reste avec le même nombre d'équipes, ça peut être pas si mal, mais il faut être capable de nourrir des équipes, puis on veut avoir plus d'équipes que ça, plus que 4 équipes au niveau québécois, universitaire. Mais avant d'aller là, puis on en a parlé souvent, et avec des Isabelle Leclerc, des Pascal Dufresne, on en a souvent parlé, ça ne sert à rien d'aller trop vite. Oui, on veut avoir beaucoup d'équipes, mais en réalité, il faut s'assurer d'un niveau de jeu. Clairement, le niveau de jeu au Québec, il est là. On affronte les meilleures équipes de nos âges, puis on est là. Mais est-ce que tu sens que cette base-là s'en vient? Ben, tu sais, ça revient un peu à ce que je disais au niveau collégial pour le universitaire. Tu sais, on regarde nos 4 équipes, là, t'as Concordia qui est vraiment dominant à travers le Canada depuis maintenant plusieurs années. Montréal qui réussit toujours à bien performer quand il se classe pour le championnat canadien. Puis là, on a Bishop qui a gagné le championnat national cette année. Fait que, c'est 3 équipes élites dans les meilleures au Canada. Donc, McGill a la chance de compétitionner contre ces équipes-là et de continuer à progresser. Mais c'est la même chose entre eux aussi. Tu sais, oui, tu joues tout le temps contre les mêmes équipes, mais c'est les meilleures équipes. Fait que tu continues à t'améliorer et à être meilleur parce que tu as tout le temps besoin d'être excellent si tu veux avoir une chance de gagner quand tu joues contre des équipes aussi dominantes. Donc, je pense que ça bénéficie à tout le circuit universitaire québécois pour avoir une bonne qualité de jeu. Puis pour nos joueuses de cégep, ben, c'est de voir ce niveau-là puis de vouloir mettre les efforts nécessaires pour atteindre ce niveau-là parce qu'on le sait qu'avec 4 équipes, ben, il n'y a pas beaucoup de place, là. Ah, c'est ça. Au Québec, il faut mettre les bouchées doubles pour continuer à se développer, pour être capable de se tailler un poste sur ces programmes-là. Mais ça montre quand même qu'avec les saisons qu'on a eues universitaires, collégiales, D1 comme ça, on a encore du beau hockey féminin. C'est le fun à suivre, vraiment. Puis, je te remercie, Léa. À chaque semaine, tu es là, puis on en parle ensemble. Puis, je sais que ça prend énormément de temps à faire ça. Tu es impliqué aussi dans le hockey autrement, ailleurs, à d'autres niveaux plus jeunes. Puis, c'est pour ça que je te pose beaucoup de questions, évidemment, sur ce qui se passe plus bas. Tu es en contact direct avec ça. C'est pas juste une impression, tu le vois. On va continuer d'en avoir beaucoup de bons hockey, puis ça va continuer de suivre. L'année prochaine, on va être là encore, évidemment. On va avoir tes analyses, j'espère, si tu veux continuer avec nous, si tu as le temps de continuer avec nous. Mais je veux prendre le temps de te remercier vraiment sincèrement. Je sais à quel point c'est beaucoup de travail. Je sais à quel point ça peut être exigeant. Mais ta passion pour le hockey qui se joue à ces niveaux-là, se transmet très, très bien
Puis c'est un plaisir de jaser de ça avec toi chaque semaine. Fait qu'un gros merci, Léa. Merci à toi, Phil, de prendre le temps de mettre de l'avant le sport collégial, universitaire, féminin aussi. On en parlait avant d'entrer en ondes là, avec tout ce qui se passe dans le monde du hockey masculin en ce moment. On parle pas beaucoup du reste. On a le chandail et la casquette en ce moment pour parler. On ne peut pas passer à côté. Hein, nos Canadiens, on est contents de les voir là. Donc, d'avoir une plateforme comme ça qui nous permet de mettre en valeur notre hockey ici au Québec, c'est toujours plaisant. Puis le hockey féminin n'est pas terminé. Là, en ce moment, c'est le championnat canadien U18. On a nos futures joueuses sur le circuit collégial, là, les Étoiles de Laurentides-Lanaudière, qui sont en train de se battre là, au championnat canadien en ce moment. Puis on a nos pros, nos anciennes universitaires, nos anciennes collégiales qui continuent. Là, le championnat du monde vient de finir, donc c'est la fin de saison pour les séries éliminatoires qui s'en viennent dans le professionnel. Et le repêchage qui s'en vient, ça va être intéressant de voir nos Québécoises. Est-ce qu'il y en a qui vont réussir à sortir des rangs U-Sport du RSEQ pour jouer pro comme Amy Fecteau l'a fait l'année passée. Il y en a-tu, tu vois d'ailleurs, cette année, peut-être se frayer une place à l'Amy Fecteau, là, bon, peut-être pas, tu sais, Amy, c'est quand même, ça a été quand même extraordinaire, là, son entrée en scène, puis, tu sais, de créer un poste quand même régulier avec une équipe comme New York, comme ça. Mais au moins avoir des chances. Qui va-tu avoir les meilleures chances, justement, de se positionner pour peut-être avoir un poste professionnel cette année? C'est difficile à dire. T'sais, on n'a pas les listes encore. Ben, en tout cas, oui, parce qu'il y a celles qui doivent décider d'y aller ou non. Là. Ouais, exact. Je ne pense pas que la Ligue a rendu public encore la liste de joueuses qui déclarent pour le repêchage. Là, les Américains, ce qui se passe au niveau américain, là, on commence à le voir, les filles qui disent OK, je vais virer pro, mais au Québec, je n'ai pas vu de nom encore. Fait que c'est difficile à dire. Mais je suis certaine que s'il y en a qui ont des chances, ils vont être capables de compétitionner parce que on le voit là, à quel point notre hockey québécois est bon. On l'a vu avec Jade Darny-Landry, avec Amy Fecteau, qui ont joué leur parcours ici. C'est Tricia qui a eu un contrat avec Montréal pendant que Desbiens était blessé. Donc, je pense qu'il faut juste leur donner une chance. Puis une fois que la chance est là, ben, ils vont prouver qu'ils sont capables de compétitionner à ce niveau-là. Absolument. Fait qu'on va suivre ça de très près, c'est sûr, sur les réseaux sociaux. Vous allez voir qu'on va s'arranger pour mettre les noms puis parler de tout ça assurément. Puis garde, toi et moi, on s'arrangera pour se lâcher un petit coup de fil s'il y a des affaires intéressantes. Mais on se tient au courant. Mais encore une fois, je te remercie infiniment pour ton travail pour cette année. Avec nous autres, c'est vraiment toujours apprécié. Du moins, moi, je l'apprécie énormément. Ceux qui m'en parlent l'apprécient aussi. Fait que ça, c'est parfait. Mais sache-le, c'est vraiment, vraiment un privilège et une joie de travailler avec toi régulièrement. Fait que merci Léa, passe un excellent été. Puis évidemment, ben, toi, tu as ton école, tu as un paquet d'autres choses à faire avant l'été, mais moi, au niveau bulletin sportif, on peut dire qu'on est rendu l'été. Oui, on va profiter de la saison morte pour charger les batteries et se préparer pour la saison prochaine. Yes, un gros merci encore. Attention à toi. À très bientôt. Salut. Salut. OK, masculin, division 1 collégiale. On a eu les 2 demi-finales. On est rendu à la finale. Tristan Mac, on parle de tout ça. Salut, comment ça va? Salut Phil, ça va très bien, merci. Good. Je ne veux pas péter mes bretelles, mais ça fait 2 années de suite que je prédis correctement les demi-finales. Il faut savoir reconnaître ton talent ou de devin ou d'analyste. On va mettre un mélange des deux. Assurément tu avais vu ça, de voir cette fameuse équipe de Sainte-Foy, parce que là, on va en parler au moment où on enregistre ça. Sainte-Foy, la veille, Sainte-Foy vient de gagner son dernier match, le match numéro 4, pour éliminer les Rebelles de Sorel-Tracy. Puis les Rebelles avaient eu tellement une deuxième moitié de saison extraordinaire avec le retour au jeu de Léo Saint-Michel, notamment, qui avait, disons, galvanisé cette équipe-là, qui était une bonne équipe déjà, mais qui avait amené cette équipe-là à l'autre niveau, qui laissait croire que, bon, la ligne vers la finale était probablement assez bien tracée. Tu avais quand même prédit que Sainte-Foy allait les battre.
Ça restait une prédiction bold, si on peut me permettre l'expression. C'était osé. Mais il reste que tu as eu raison, puis il faut le regarder, qu'est-ce qui s'est passé sur la patinoire, qu'est-ce qui a fait en sorte que, ultimement, Sainte-Foy est allé gagner cette série-là en 4 matchs. Donc, dans le fond, Sainte-Foy a réussi à jouer un jeu collectif qui a battu l'ensemble la somme des talents de Sorel. En tout cas, c'est ma façon de le voir. Puis je ne sais pas si c'est comme ça, toi aussi, que tu résumes l'affaire. Oui, absolument. J'ai vraiment aimé le jeu des Dynamiques. Ils n'ont pas lâché, Phil. Ils ont travaillé jusqu'au bout. Je ne dis pas que les Rebelles n'ont pas travaillé, là, mais les Dynamiques ont été constants, ont travaillé fort. On a vu là, plusieurs joueurs s'illustrer. Je pense notamment à Jason Beaulieu qui a eu un match de 5 points dans cette série-là, qui vraiment là, est en train d'élever son niveau de jeu d'un cran. Je pense à Samuel Fontaine, Noah Larochelle, Dallin Gropissa aussi, qui a marqué des gros buts. Il y avait de la profondeur dans cette équipe-là. J'aime beaucoup l'attaque des Dynamiques. Vraiment, là, c'est une équipe qui est profonde offensivement parlant, qui vraiment là, ont plusieurs éléments qui peuvent faire la différence. Et quand on regarde le tout, les Dynamiques ont fait ça sans Tommy Montreuil, qui n'a disputé qu'un seul match depuis le début des séries et qui est capable, lui également, d'amener une touche offensive. Là. Donc, tout un travail des entraîneurs, Francis Laterreur, qui en est d'ailleurs à sa première saison, et Philippe Tremblay, derrière le banc des Dynamiques. Ils ont fait tout un travail. Le gardien de but, Justin Giguère, absolument fantastique. Vraiment. Depuis le début des séries. Et tout le monde disait possiblement que Boucher serait devant le filet. Ou on se posait des questions sur qui était pour être le gardien de but titulaire des Dynamiques en séries éliminatoires. Et Justin Giguère vraiment a connu une prestation fantastique. Pourcentage d'arrêt de 925. Moyenne de but allouée 2,73. Un jeu blanc depuis le début des séries. Vraiment, là, c'est tout un travail de sa part. Il garde son équipe dans le match et je pense notamment à un des matchs de cette série-là, du côté là, de Sainte-Foy. Ils avaient accordé 55 lancés aux Rebelles, 52 arrêts pour Justin Giguère dans ce match-là. Donc, vraiment, c'est un travail collectif du côté de Sainte-Foy qui leur a donné du succès. Et du côté des Rebelles, ce n'est pas qu'ils n'ont pas travaillé. Honnêtement, là, on les a vus premiers sur la rondelle souvent. On les a vus jouer un style de jeu robuste, un style de jeu efficace. Ils ont marqué des buts en avantage numérique. Ils ont été capables là, de créer des bonnes situations en leur faveur. Léo Saint-Michel, Donovan Côté ont été vraiment là, fumants depuis le début des séries. Je pense également à Émile Dubois, le défenseur Chad Prebzel. Mais ça ne fut pas assez. Et il y a eu de l'indiscipline aussi dans certains matchs qui n'ont pas aidé les Rebelles du cégep de Sorel-Tracy. Et il y a aussi la situation de gardien de but à la fin de la demi-finale. Bon, on ne veut pas entrer dans les détails, mais c'est à se demander pourquoi Justin Roux n'était pas devant le filet, sans rien enlever là, à Charles-Antoine Bolduc et William Thibodeau. On en a souvent parlé de Justin Roux depuis les 2 dernières saisons. C'est un des meilleurs gardiens de but dans la Ligue collégiale D1. Et il était à l'écart du jeu. On ne veut pas questionner le tout de la raison du pourquoi, là, mais ça reste que quand le gardien de but numéro 1 n'est pas devant le filet et que tu n'es pas habitué de jouer des matchs significatifs avec ton deuxième gardien de but, la confiance peut être en jeu. C'est toutes sortes de questions qui peuvent être se poser. Ceci étant dit, les Rebelles ont joué tout un match, ont joué du bon hockey. C'est juste à la fin, là, à la fin du match contre les Dynamiques, ça ne fut pas assez.
Puis ce qui a fait la différence dans ce match-là, c'est le 4e but marqué par William Bérubé. Pardon, c'est là que c'est venu faire la différence, parce qu'après ça, Léo Saint-Michel a marqué un but en désavantage numérique et par la suite, un but en filet désert pour clore le tout du côté de Sainte-Foy. Donc, toute une série de hockey. Chapeau au Rebelles d'avoir donné un gros niveau d'adversité. Et du côté de Sainte-Foy, vraiment là, tout un travail. Et on aura droit à une finale toute québécoise. C'est la Ligue collégiale qui ne peut qu'être gagnante de ça. Et si vous regardez sur toutes les applications de circulation et autres, vous comprendrez que c'est 2 minutes de distance en auto entre Champlain-Saint-Laurent et Sainte-Foy, 7 minutes à pied entre les deux campus. Et on s'entend qu'il y a beaucoup de jeunes dans cette série-là qui ont joué ensemble, qui sont des amis et qui, là, seront des ennemis le temps d'une série. Et, je parlais avec différents intervenants à travers la Ligue qui, ont vécu la dernière finale entre les deux formations de Québec, soit en 2016. Et ils m'ont mentionné justement, qu'il y avait vraiment une grosse ambiance sur le campus, qu'il y avait beaucoup de gens. Et ça va juste être bon parce que il y a eu des finales où est-ce que, les équipes n'étaient pas si proches. Et il y a eu des bonnes foules et tout ça. Mais là, les deux équipes viennent de la même ville, très peu de distance. Écoute, j'ai hâte de voir ça. J'ai vraiment hâte de voir quel type d'ambiance il va avoir. Puis, ces deux collèges qui ont quand même un bon niveau de sentiment d'appartenance là, en termes d'étudiants athlètes et tout ça. Donc, honnêtement, les étudiants athlètes des deux collèges, là, je vous envoie une mission. Là. Allez voir tous les matchs de la série. Ah, il n'y a pas de raison. Comme tu dis, ça implique de mobiliser des autobus. C'est ça. Je veux juste finir sur la série qu'on vient d'avoir entre Sainte-Foy et Sorel, puis après ça, on va aller jaser de celle qui a gagné les Lions de Champlain-Saint-Laurent. Il faut quand même noter que Sorel, dans tous les matchs, ont dominé au niveau des tirs au but. Puis là, tu parlais des gardiens de but, puis l'idée, c'est pas de leur taper dessus, c'est vraiment une réalité. On le dit souvent à la série, il faut que ton gardien soit hot, là, et tu as beau avoir tout ce qu'il faut comme talent offensif. À un moment donné, il y a des moments dans des matchs où est-ce que tu dois garder ton équipe dans le match, d'autres fois où est-ce que, justement, à l'inverse, ça peut arriver, tu accordes un mauvais but, mais tu te replaces. Il faut sentir tout ce collectif-là autour du gardien quand il rate son coup versus l'impact que ça peut avoir quand le gardien donne le mauvais but. Et là, c'est quasiment typique. Tu as des matchs de 35 tirs à 20 ou à peu près. Un match, tu l'as mentionné, de 55 tirs, mais tu sais, ça finit 3-1. Justin Giguère, d'un côté, a été excellent. Ça a été difficile pour les gardiens du côté de Sorel, mais l'attaque de Sorel a fait le travail. On ne peut pas dire que c'est ça. Il est arrivé des moments clés où ça a dû faire mal de se faire marquer à certains moments parce qu'on savait qu'on jouait du hockey ou est-ce qu'on était l'agresseur. Et à la fin, ça devient frustrant de jouer du hockey comme ça. Et là, tu te mets à tirer un peu partout. Tu es moins dangereux dans tes choix de tir. Et ça fait en sorte que tu es là, tu as la rondelle, mais tu ne crées plus ce qu'il faut parce que ça devient difficile de battre le gardien adverse. De l'autre côté, tu le sais que tu dois absolument éloigner la rondelle. Et les joueurs de Sainte-Foy devenaient confiants aussi en sachant que dès qu'il y avait une contre-attaque, quelque chose, ils savaient qu'il y avait une grosse chance d'aller marquer. Et cette confiance-là a semblé paraître dans les matchs où est-ce que, malgré les occasions, on a su mieux utiliser nos occasions du côté de Sainte-Foy. Puis ça a refait la différence. C'est pour ça qu'on parle souvent d'éléments collectifs à la fin. Puis, mais il va en avoir besoin parce que là, Champlain-Saint-Laurent, si Sorel était un gros défi, Champlain-Saint-Laurent n'en est pas un moindre. Ça va être vraiment une grosse série, un gros défi pour la gang de Sainte-Foy. Exact. Puis, tu sais, juste pour clore la discussion sur Sorel et Sainte-Foy, du côté de Sorel, là, on parle de 4 joueurs qui ont eu une moyenne d'1 point par match. Donovan Côté, Saint-Michel, le défenseur Dubois et l'attaquant Prebzel. Du côté de Sainte-Foy, on regarde ça. Là. Il y en a eu 3 aussi là, qui ont eu des moyennes d'1 point par match. Beaulieu, Fontaine, La Rochelle. Puis
honnêtement, il y en a d'autres là, qui ont été quand même très proches. Ben, Dallas Grubisson en a parlé, là, tu l'as dit, le nombre de buts importants qu'il a marqué depuis le début des séries. Exact. Donc, vraiment, là, c'est des éléments de profondeur qui font la différence aussi en séries éliminatoires, Phil. Mais ce que je trouve intéressant, les gros joueurs se sont illustrés. Ouais. Puis, il y a eu beaucoup de buts accordés dans cette série-là. Ce n'était pas des matchs de 3-2, là, je veux dire. C'est sûr qu'un match de 7-6, ça aide à faire augmenter les moyennes. C'est ça. Puis, tu sais, il n'y a pas eu une tonne de matchs où est-ce qu'il y a eu 2 buts et moins de différence, là. Et là où est-ce que je veux en venir, c'est le jeu collectif et surtout défensivement du côté de Sainte-Foy qu'il faudra faire attention. Parce que Champlain-Saint-Laurent, ça ne sera pas de la tarte pour les affronter. Tu sais, Jérémy Belleau, 14 points en 7 matchs. Maverick Delisle, 12 points en 7 matchs. Xavier Fauchon, 10 en 7. Et selon moi, Fauchon est parmi les meilleurs défenseurs dans le circuit collégial. Pas de doute. Il est de toute beauté à avoir joué sur la patinoire dans les deux sens. Il est capable d'amener la rondelle vers le filet. Il a une bonne première passe. Il est mobile. Donc, c'est vraiment difficile d'affronter Xavier Fauchon. Et puis, on parle aussi de Charles Laforêt, qui a été très efficace depuis le début des séries éliminatoires. Ce qui fait qu'un Benjamin Chabot puis un Malcolm Dumont qui ont été excellents pendant la saison n'ont pas eu à être prolifiques à outrance, quoique c'est pas mauvais, 5 puis 4 points en 7 matchs, mais c'est des gars qui, à la prochaine série, pourraient être les gars qui amassent 10 points dans une série. Là. Ils pourraient très bien le faire. Exactement. Et donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Parce que, tu sais, du côté de Champlain-Saint-Laurent, ils ont eu un certain lot d'adversité en début d'année où est-ce qu'on se disait, oh, c'est un petit peu boiteux là, comme début de saison. Et par la suite, pardon, ils se sont replacés. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont sortir. Ça va être une excellente série. Et la rivalité, là, il faudra faire attention. Là. Je parlais de sentiment d'appartenance, les grosses foules. Il faudra s'en servir à son avantage pour les deux formations. Il faudra faire attention au niveau des émotions. Là. Parce que là, tout le monde se connaît sur la patinoire ou presque. Là. Ouais. Donc, s'il y a des mêlées, là, les gants dans les grilles, ça fait plus mal au niveau du tableau indicateur que physiquement parlant. Là. Donc, il faudra vraiment faire attention au niveau émotionnel. Je pense que c'est surtout là que ça va se jouer, Philippe. Et surtout, le premier match de la série. Si Sainte-Foy sort fort en début de série et qu'il sème un peu le doute du côté de Saint-Laurent, malgré que Saint-Laurent va être prêt, là, s'il sème un peu le doute du côté de Saint-Laurent, on va avoir droit à toute une série de hockey. Là. Donc, il faudra faire très attention sur les petits détails. Je pense que c'est là que ça va se jouer parce que les deux équipes ont des excellents gardiens de but. Cloutier a été tout simplement fumant contre les Janois du Collège d'Alma. Vraiment. Je pense notamment au match numéro 4. La partie était super serrée et il avait fait un arrêt là, fantastique. Je pense que c'était en deuxième ou en troisième période. Là. Il avait effectué un gros arrêt qui avait empêché les Janois de créer l'égalisation au niveau du pointage du match. Et il a fait ça pendant toutes les séries éliminatoires. Donc, du côté de Sainte-Foy, c'est pas compliqué. Voiler le gardien de but Cloutier, être agressif vers le filet, ils sont capables de le faire. Ils sont capables de marquer des buts travaillés. Je pense que c'est surtout là que ça va se jouer. C'est au niveau de l'éthique de travail des deux équipes. Comment ils vont amener les rondelles vers le filet, comment ils vont se défendre. Ça va être très serré, Philippe. Je pense pas que ça va être une balade dans le parc pour qui que ce soit, là, cette série-là. Là. Je pense que ça va s'étirer jusqu'au match 5. Bien, c'est intéressant que tu amènes ça. Moi, je regarde ça, puis depuis le début, bon, Sainte-Foy a le don de me faire mentir, là, mais... c'est comme André Laurando l'année passée. Oui, peut-être, puis c'est correct, tant mieux, ça fait partie de la game. Mais la réalité, c'est que... Et d'ailleurs, on en parlait avant l'entrée, tu me fais embarquer sur André Laurando. Il y a des similarités, je trouve, dans justement cette
pas dans le style de jeu, mais dans le fait de jouer collectivement et d'avoir un jeu collectif où est-ce qu'il y a une confiance tout le monde un envers l'autre qui fait que dans le jeu, oui, il y a des joueurs sur qui on compte pour faire certaines choses, mais à la fin, ça peut être n'importe qui est le héros du jour. Puis ça, dans des équipes comme ça les rend dangereux parce que tu ne sais jamais d'où ça va venir. Puis malgré le fait que tu puisses avoir l'impression que tu peux jouer un meilleur match qu'eux autres, ils te battent. Puis ça, des fois, tu sais, c'est difficile de jouer contre des équipes comme ça qui arrivent à le faire. Et c'est ce que fait Sainte-Foy actuellement. Mais n'empêche, les Lions, dans leur affrontement contre Alma, m'ont impressionné. C'est encore du jeu défensif impeccable. Une équipe qui, tu as nommé les gars, les Bello et compagnie, qui arrivent à marquer les gros buts, qui arrivent à tout le temps être on top. Mais le travail défensif puis la qualité du travail qui est fait au niveau du gardien de but de Champlain-Saint-Lawrence, qui n'a accordé, il y a un match où ils ont accordé 3 buts. Sinon, c'est 2 buts, 1 but, 0 but. C'est ça depuis le début des séries. Fait que j'ai de la misère à voir Sainte-Foy briser ça. Sainte-Foy va devoir être très, très fort défensivement, garder les matchs à bas niveau, parce que malgré les bonnes choses qu'ils sont capables de faire, regarde, ils ont gagné un match de 7-6. Là. Donc, clairement, ils sont capables de jouer l'autre niveau. Mais jusqu'à maintenant, Saint-Lawrence me semble être l'équipe qui est dans une mission incroyable, là, où est-ce qu'ils ont... Dès le match numéro 1 de leur série, on se rappelle, il y avait un bail en première ronde. Ils sont arrivés dès le début. Des fois, on se dit tout le temps, ça va peut-être prendre un match pour se mettre dedans. Tout de suite, dès le début, ils ont planté Lennox. Ça a été ça tout le long de leur série contre Lennox. Contre Alma, oui, les pointages sont demeurés serrés, mais essentiellement, ils ont gagné leur match, ils ont été là. C'est une équipe que je trouve très dangereuse. J'ai de la misère à les voir échapper ça, par contre. Puis, c'est des matchs durant lesquels ils ont travaillé. Tu sais, c'est pas une équipe qui s'est fiée sur son talent. C'est une équipe qui a travaillé. Ils ont été difficiles à affronter au niveau de l'échec avant. Ils ont travaillé sur tous les détails. Ils ont marqué des buts en avantage numérique. Ils ont été très forts en infériorité numérique aussi. Là. On parle de 96,30% en désavantage numérique depuis le début des séries du côté de Saint-Lawrence. Et au niveau de l'avantage numérique, 36% de taux de réussite. C'est au-delà du 130% là, de réussite au niveau des unités spéciales. Souvent, les entraîneurs vont dire « Ah, moi, je veux un taux entre 110 et 120%. » Là, on parle au-delà de 130%, les deux unités ensemble. C'est absolument incroyable ce qu'ils font. Puis, j'ai vraiment hâte de voir cette série-là. Vraiment. Vraiment, vraiment, ça va être âprement disputé, assurément. Tu l'as dit, les ingrédients sont là. 2 équipes qui travaillent fort, 2 équipes qui trio après trio, groupe de défenseurs après groupe de défenseurs, les bonnes personnes, 2 gardiens qui fonctionnent très bien. Donc ça va être intéressant. Puis avec le fait que, bon, tu as 2 campus collés un sur l'autre, là, tu peux juste avoir du fun sur la glace, à l'extérieur de la glace, en espérant que ça reste sain. Mais il reste que, je pense que les ingrédients sont là pour une belle finale. Puis, tu sais, c'est juste la ville de Québec qui peut être gagnante de ça aussi. Ah, vraiment? Je sais qu'on... Je m'en vais sur un autre sujet, là. Les Remparts de Québec, c'est terminé leur saison. Le National de Québec, au niveau de la Ligue nord-américaine, a fini sa saison. Donc là, l'attention est juste sur le collégial. Bon, il y a les Chevaliers de Lévis qui sont en championnat canadien. Mais à part de ça, c'est la grosse activité, là, hockey du côté de la ville de Québec et de la région de Québec. J'espère que les partisans de hockey, puis pas juste la communauté étudiante des 2 collèges. J'espère que les amateurs de hockey de Québec iront remplir les gradins. Allez dans les matchs, là, vous allez voir à quel point le niveau de jeu de la Ligue collégiale D1 en séries éliminatoires, particulièrement en série, ça s'élève d'un cran. C'est fantastique. Allez voir les matchs. Allez voir les matchs. Là, ça ne coûte pas cher en plus. Là. Vous encouragez des collèges, vous encouragez des jeunes. Allez-y. Évidemment, ça me prend une prédiction de ta part. Tu t'en vas dans quelle direction, mon cher Tristan, mon cher devin habituel? Si vous êtes obligé de mettre une pièce, là, mettons que vous êtes obligé, là, Tristan, il vous dit de mettre ça où?
Moi, je pense que ça va être Champlain-Saint-Laurent. Ça va s'étirer en 5 matchs. Moi aussi, j'y vais avec Champlain-Saint-Laurent. C'est comme je dis, j'aime quand les équipes me font mentir. Ça arrive régulièrement. Fait que là, il y a 2 personnes à faire mentir, dont notre expert invétéré, Tristan. Fait que là, ça va être quelque chose. Mais non, j'ai vraiment l'impression. Peut-être parce qu'ils ont été là toute l'année. Peut-être parce que depuis le début des séries, j'ai l'impression d'une équipe qui a gardé son identité, qui est vraiment là, puis qui joue son identité à son meilleur. Fait que je les sens habitués d'être là. J'ai l'impression d'une équipe pour qui c'est normal d'être là. Sainte-Foy, très bonne équipe. Peut-être une équipe qu'on ne s'attendait pas tout de suite à être là. Donc, à voir ce que ça va donner. Je leur souhaite de continuer leur côté Cendrillon, d'un côté, en gros guillemets, le Cendrillon. Puis, écoute, Champlain-Saint-Laurent, qui a peut-être la chance de mettre la main sur un premier titre depuis plusieurs années, quand même une grande organisation du collégial. Là, ben oui, c'est l'équipe qui a le plus de titres dans l'histoire de la Ligue, si on compte l'année pilote 2009-10, évidemment. C'est absolument... c'est une belle organisation, tout un travail qui a été mené par Mike Labadie et Guy Chouinard à une certaine époque. Mike a fait tout un travail pour bâtir cette organisation-là, pour bâtir la Ligue de hockey collégial aussi. Il ne faut pas négliger ça non plus. Et Guy Chouinard a fait un beau travail. Et là, ce que je trouve intéressant, Philippe, au niveau de la finale, c'est 2 des entraîneurs qui ont le moins d'ancienneté dans la Ligue qui se sont rendus là. Et je trouve ça le fun. Je trouve ça plaisant. Ça donne un lot de crédibilité à la Ligue, aux organisations. Puis, ça va être fantastique, cette finale-là. Puis, on parle de 2 cégeps là, qui sont à côté. Ça, là, ça va être fantastique. Puis, peut-être que ça va être une revanche gagnée par Sainte-Foy, 9 ans plus tard. 9 ans plus tard. À suivre. À suivre. Écoute, on va le suivre. On va s'en reparler. Moi, la semaine prochaine, je ne suis pas là. Je suis dans le... Je me suis booké des voyages dans le sud en pleine finale collégiale, tant pis pour moi. Mais et pendant que les Canadiens sont en série aussi, fait que ça, c'est une autre affaire. N'empêche, je vais m'arranger pour savoir ce qui se passe. Mais on s'en reparle dans 2 semaines, probablement que les fort possible. Mais en tout cas, il faudrait regarder les horaires, je ne me rappelle pas exactement. Ça commence vendredi, c'est ça. Ça, c'est le bout important. Ça commence vendredi, puis après ça, dimanche, 2e match. Ensuite, c'est à voir, mais au moment où on s'en reparle, probablement qu'on va mettre le point final à la saison de hockey collégial. Mais écoutez, suivez ça, regardez ce qu'il y en est. Puis, je ne peux que nous souhaiter à tous une bonne finale et surtout à ceux qui sont impliqués. Donc là, pour l'instant, les 3 premiers matchs, juste pour donner l'information aux gens, là, vendredi 25 avril au domicile de Saint-Laurent à l'Arena des Deux Glaces, 19h30. Dimanche au PEPS, 14h30. Et vendredi le 2 mai, 19h30 à l'Arena Deux Glaces à Val-Bélair. Les matchs 4 et 5 n'ont pas encore été déterminés, là, donc ça reste à suivre. Vous pourrez suivre le tout sur rsqhockey.com. Voilà. Très bien dit, voilà. Ça ne peut pas être mieux fini que ça. Merci Tristan, merci encore, merci beaucoup. Puis à très bientôt, mon cher. Oui, absolument. Puis on invite les gens de Québec à remplir le PEPS et l'Arena Val-Bélair. Puis s'il y a du monde d'ailleurs qui veulent y aller, ben allez-y aussi, il n'y a aucun problème. Exact. Good. Merci, salut Tristan. Merci, à bientôt. Et voilà, c'est comme ça que ça se termine cette semaine. Donc, un podcast assez court parce qu'évidemment, on a à peu près fini tout ce qui se fait au niveau du sport étudiant collégial universitaire. Vous rappelez qu'il y a beaucoup de flag football en ce moment quand même qui se passe au niveau secondaire, au niveau des écoles secondaires. Fait que vous pouvez aller regarder ce qui se passe de ce côté-là, un sport qui est vraiment en expansion. Puis, on en parle souvent au podcast. Donc, franchement, il y a du bon sport qui se joue avec le printemps qui arrive. Oui, il y a des camps de football aussi qui continuent ou en tout cas qui se placent au niveau universitaire, collégial, bien, surtout collégial. Universitaire, je pense que c'est pas mal fini, à moins que, je pense que c'est peut-être celui de McGill qui était la semaine passée. Anyway. Promenez-vous donc dans les parcs et allez voir ce qui se passe. Juste une note, je répète, je vous le dis, je ne serai pas là la semaine prochaine.
Donc, pas de podcast la semaine prochaine. On se reparle dans 2 semaines. Puis à ce moment-là, fort possible que... en fait, possible que la finale collégiale de hockey masculin soit terminée. Évidemment, on va parler de tout ça. On va faire le wrap-up de toute cette saison de hockey avec Tristan Mac, assurément. Espérons que Denzel soit là aussi. Et j'en profite aussi, je parlais de flag football, j'en profite pour vous mentionner qu'il y a les championnats canadiens collégiaux universitaires qui vont se dérouler. Encore une fois, cette année, ça se passe au printemps. Même si la vaste majorité des équipes fortes, on va le dire comme ça, au Canada, sont québécoises, politiquement parlant, Football Canada, j'imagine, se devait de dire qu'on allait se promener ailleurs. Alors, ça se passe à Regina cette année, du 2 au 4 mai. Malheureusement, cette décision-là fait en sorte que certaines équipes qui ne se présenteront pas là-bas. Donc, voilà, ça crée cet enjeu-là, notamment l'équipe championne en titre. Rappelons qu'il y a 1 an, les Nomades de Montmorency avaient causé la surprise en devenant la première équipe collégiale à remporter un championnat comme celui-là où étaient présentes les meilleures équipes universitaires au pays. Ceci étant dit, on devrait voir l'UQAM, Montréal, Concordia sur place à Regina. Il y a Huntsic qui devrait également être là. Huntsic est finaliste au niveau collégial l'automne dernier. Donc, de ce côté-là, on va avoir quand même des bonnes équipes, mais il va il va assurément en avoir beaucoup moins qui vont se présenter sur place. Il faut aller voir sur le site de Football Canada, vous allez avoir l'information sur le tournoi, mais on va en parler aussi, assurément, à mon retour de vacances. Donc, la semaine prochaine, pas de podcast. L'autre semaine d'après, il sera fort possiblement le dernier de la saison, mais on verra, on ne sait jamais ce qui se passe. Alors, d'ici là, bon sport tout le monde. Amusez-vous bien et encouragez notre sport étudiant.